Bienvenue sur Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous parlons d'un article qui s'intitule Vous voulez être plus productif, essayez d'en faire moins. Son auteur, c'est Kate Northrup. Désolé si j'écorche le nom. C'est parti. Alors, l'article commence par une mise en place du décor. On nous a appris que si nous voulons plus de l'argent, de la réussite, de la vitalité, de la joie, de la tranquillité d'esprit, nous devons en faire plus. En ajouter davantage à notre liste de choses à faire sans cette croissante. Mais que se passe-t-il si on nous a mal enseigné? Et si la réponse pour obtenir plus de ce que nous voulons n'est pas du tout dans l'addition, mais dans la soustraction? Il s'avère que si nous voulons accroître notre productivité et notre bonheur, nous devrions en faire moins. David Roy, auteur de Your Brain at Work, a découvert que nous sommes véritablement concentrés sur notre travail à raison de seulement 6 heures par semaine, ce qui contraste fortement avec notre adhésion collective à la semaine de travail de 40 heures. Lorsque vous arrêtez de faire les choses qui vous occupent mais qui n'obtiennent pas de résultats et épuisent votre énergie, alors vous vous retrouvez avec plus de temps qu'il ne faut pour ce qui compte et un sentiment de paix et d'espace qu'une activité constante à garder hors de votre portée. En tant que personne ayant une vie bien remplie, enfants, carrière, amis, passion, logistique, etc., comment pouvons-nous appliquer la sagesse de faire moins pour nous donner plus de temps et réduire le stress sans compromettre nos résultats? Alors, que penses-tu de cette entrée en matière? Un petit peu mitigé. Ah oui? Un petit peu mitigé parce que je reconnais qu'on est dans un système, on va dire, ou dans un monde qui requiert de nous que nous fassions toujours plus. Il y a toujours cette injonction de courir après une nouvelle chose, un nouvel objectif. Il y a toujours cette injonction euh, qui fait que nous avons toujours besoin d'avoir plus. On n'est jamais satisfait de rien. Et j'ai souvent entendu la phrase, l'homme est par nature insatiable. Et c'est clairement ce que ça définit pour moi. Mais dans le même temps, je sais qu'il y a des gens qui savent se contenter de ce qu'ils sont. Donc, cette première mise en situation, ou en tout cas ce premier décor qui est planté, je ne m'y reconnais pas forcément. Je pense que tu fais une petite amalgame. Dans l'article, on est bien dit, si vous voulez, on nous a montré que si nous voulons plus, donc on parle du fait que tu veux plus. Ouais, je vois. Donc, tu veux plus, alors quand tu veux plus, tu en fais plus. Et là, dans l'article, on veut explorer la possibilité de quand tu veux plus, tu vas en faire moins. De faire moins. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ok, moi, je pense que explorons pour voir, parce que c'est vrai que ce n'est pas une idée qui vient intuitivement. En général, tu veux plus d'argent, tu vas travailler plus, tu veux une meilleure santé, tu vas faire plus d'exercices ou manger plus sain, tu vas faire plus. On n'associe pas l'idée d'en obtenir plus en faisant moins, c'est vrai. en général. Donc, moi, je suis curieuse de voir. Mais je ne sais pas si les auditeurs, les spectateurs aussi ont ce petit tic-là, où quand même, on est en train de parler de on veut en avoir plus, on en fait moins. En quoi ça se rapporte à l'équipe? Parce que rappelons-nous quand même que notre podcast est sur l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'esprit d'équipe? Donc, c'est ce que je suis curieuse de voir dans la suite du déroulé. Alors, je vais passer à la suite. Il y a une petite entrée en matière sur le processus, la méthode magique pour faire moins et avoir plus. Ça a tellement l'air d'être une arnaque, mais allons-y. Ok, pour faire moins, pour avoir plus. Faire moins pour en avoir plus. Ok, la recette magique. Voilà. D'accord. Donc, mais d'abord, quand même, on va planter un peu encore le décor dans le fait que, alors, ça continue en disant, nous devons identifier ce qu'il ne faut pas faire.
Mais cette détermination ne peut pas être aléatoire. Elle doit être méthodique et fondée sur les preuves. Grâce au travail de l'auteur avec des femmes qui naviguent entre la double vocation d'entrepreneuriat et de maternité, l'auteur a créé un exercice étonnamment simple pour aider les individus à décider quelles activités de leur liste de choses à faire leur apportent le plus de valeur et lesquelles ils peuvent arrêter de faire. Ok. Alors, je vais décrire rapidement le processus qui est en 6 étapes. La première, alors, avant, il faut avoir une feuille de papier et un stylo. On commence par tracer une ligne au milieu de la feuille de papier dans le sens de la longueur. Ensuite, deuxième étape, il faut choisir le domaine de la vie ou du travail dans lequel on veut obtenir plus de résultats en en faisant moins. Ensuite, une autre chose, la suite, en fait, sur le côté gauche, donc ce poste ici, il faut énumérer toutes les tâches qu'on fait dans le cadre de ce domaine-là, dans le travail ou dans la vie personnelle. Quatrième étape, sur le côté droit, il faut énumérer toutes les victoires, donc tous les objectifs qu'on a atteints, tous les bons résultats qu'on a eus, tout ce qui est une avancée, une amélioration qu'on a observée. Il faut le noter tout sur le côté droit. Le côté droit, donc on a le côté gauche avec tout ce qu'on a fait, toutes les tâches qu'on fait, et le côté droit avec tous les résultats qu'on a obtenus. Et après, lier chacune des choses à faire avec le résultat obtenu. Ok. Et une fois qu'on a fini cet exercice, la sixième étape consiste à encercler toutes les tâches qui ont abouti, qui ont contribué à un résultat. Ok. Et tout ce qui reste, donc tout ce qu'on a fait mais qui n'a pas aidé à l'obtention de résultats, ce sont les choses que nous pouvons éliminer de notre liste de tâches, de choses à faire. D'accord, ça c'est la recette. Et se concentrer alors juste sur les choses qui nous donnent du résultat. Donc, Ok. on en fait moins et on est plus productif. Ok. Donc, oui, je vais d'abord donner un exemple parce que je sais que là c'est un peu abstrait, un voilà, peu flou. Je vais c'est donner là un où je exemple. voulais. Je vais rebondir sur l'exemple qui est utilisé dans l'article. Ils ont parlé du fait que le domaine dans lequel on veut s'améliorer, c'est devenir améliorer son leadership d'opinion. Donc, Ok. ça, c'est une jolie phrase un peu plus professionnelle pour dire être quelqu'un qui influence les gens. Influent. Être un influenceur, un peu si tu veux, mais voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Alors, sur le côté, donc à l'étape 3, où on énumère les tâches qu'on fait sur le côté gauche, on peut par exemple lister des choses comme on organise des conférences, on écrit des articles sur certains sujets, on fait des recherches, on essaye de chercher des opportunités, des séminaires, des conférences auxquelles on peut participer pour prendre la parole, on voyage régulièrement peut-être pour participer à des symposiums, toute une liste de choses à faire. Et des résultats qu'on a obtenus, ça peut être par exemple que on a été contacté par un magazine influent pour qu'il publie notre article ou qu'il fasse un portrait de nous. On a, je sais pas, une chose qu'on a fait, une des conférences qu'on a fait a mené à un grand bouleversement des tendances. Ça, c'est un résultat puisqu'on veut être un leader d'opinion. Donc, on veut que ce qu'on dit, ce qu'on présente influence les gens ou que la base de notre travail, le résultat de notre travail a servi de base peut-être pour renforcer la solidité d'une pratique dans notre domaine. Ok. Donc, après, il faut faire le lien. Donc, par exemple, on peut voir que le fait de faire des recherches, d'écrire des articles, nous ont permis d'être reconnus pour faire une publication dans un magazine prestigieux. Okay. Donc, ça, par exemple, ça sert. Donc, on retient ça. Oui, donc on lit ça et on encercle. Par contre, par exemple, le fait de voyager toutes les semaines, tous les mois pour aller à un symposium dans une université dans la ville d'à côté, ça n'a mené à rien. Ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les personnes avec qui on parle, ça n'a pas permis d'avoir un grand impact. Mais telle autre conférence qu'on fait un peu moins souvent à tel endroit a eu plus d'impact et a eu plus de visibilité. Donc, on se concentrerait plutôt sur ça. Donc, on arrêterait de faire des voyages tous les mois dans l'université de la ville d'à côté pour donner des conférences parce que ça ne nous a pas avancé vers notre objectif. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut et utiliser ces étapes-là. Donc, je vais te demander, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette recette magique? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais appliquer? En soi, je trouve elle peut être utile. C'est intéressant comme approche parce que ça peut s'appliquer dans différents domaines.
et que surtout, ça permet d'éliminer effectivement le superflu. C'est vrai que pour atteindre un objectif, on peut mettre en place comment dire ça, plusieurs démarches Mhm. qui ne sont pas toutes forcément pertinentes. Et qu'avec le temps, en utilisant cette méthode-là, on peut éliminer ce qui n'est pas véritablement utile pour nous aider à atteindre notre but. Mais dans le même temps, je suis un peu dubitatif parce que l'auteur semble vouloir que nous retenions uniquement les choses qui nous apportent directement, en tout cas qui nous mènent directement vers l'objectif qu'on a. C'est-à-dire que tout ce qui participe de loin à atteindre l'objectif est considéré comme superflu et donc devra passer à la trappe. Bon, de loin, je ne sais pas ce que tu appelles de loin, parce que par Mhm. exemple, dans cet exemple-ci, enfin, pas par exemple, reprenons notre exemple, Oui. on a par exemple, on a la partie où on dit que notre article a été utilisé dans un magazine influent, Mhm. on a été repéré par une publication influente, Oui. et comme tâche qui a mené à ça, on a faire des recherches et lire. Oui. Tu ne vas pas dire Je vois que qu'on ça pense que c'est le nous- fait de lire et de faire des recherches qui nous a permis à ça, mais ça a contribué quand même à ça nous nous donner une bonne intéresse. base pour écrire notre article. Donc il y avait lire, faire des recherches, écrire l'article, Mhm. qui sont différentes tâches qui nous ont permis à atteindre cet objectif. Donc c'est ça, je dis, que ça participe de loin, justement, oui, ça doit être pris en compte. Ok. Et aussi les victoires, et bon, moi je n'ai pas mentionné, mais les indices, il ne faut pas être très pointu. Toute chose qui est comme avancée positive dans le domaine que nous voulons améliorer est mentionnée. Pris en compte. Donc, c'est vraiment des choses qu'on fait, mais qui ne nous font pas progresser du tout, qui doivent être éliminées. Ça reste pertinent. C'est pertinent. Euh, C'est pertinent comme démarche. Tu as un avis différent? Moi, j'ai pas un avis Pas différent. spécialement. Je trouve que c'est un exercice qui est intéressant à faire parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de courir partout, être très stressé pour tout et pour rien. Et justement, on a aussi la pression de part et d'autre. J'ai bien aimé le fait qu'elle a remis dans le contexte qu'elle accompagnait des femmes qui voulaient allier entrepreneuriat et maternité, ce qui n'est pas quelque chose à quoi on passe beaucoup. On pense souvent qu'il faut sacrifier l'un pour l'autre. Mhm. Et vouloir mener les deux de front veut dire qu'il faut être très productif dans les deux cas avec le moins d'efforts possible pour pouvoir faire survivre les deux. Donc, pour moi, ça me semble du coup être quelque chose de très pertinent à étudier. Et après, moi, ça me rappelle beaucoup le principe du Pareto. Je ne sais pas si vous savez, où on dit que 80% de ce qu'on fait contribue à 20% de nos... Non, c'est le 20% contraire. de ce qu'on fait Mhm. contribue à 80% de nos Le résultats. qu'on obtient. Donc, moi, je trouve que ça va bien dans cette lancée-là. Mhm. Parce que si ce n'est que 20% de mes efforts qui me donnent tous ces résultats, tous les 80 autres pourcents de mes efforts-là, est-ce que je ne peux pas les rediriger vers autre chose qui va être plus satisfaisant, même si ce n'est pas plus productif, juste plus satisfaisant. Dans le Aussi, sens c'est que, oui, dans le sens que, au lieu de gaspiller cette énergie à faire des choses qui ne vont rien m'apporter, même si je les étudie juste pour quelque chose qui contribue à mon bien-être, mon plaisir, ma détente, c'est déjà encore mieux. Mhm. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai trouvé cette approche très pertinente et les étapes sont très simples en plus. Mhm. C'est très terre à terre, c'est pas extrapolé, c'est tu prends une feuille, tu traces, puis tu listes tes choses et tu fais les liens entre les choses. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et du coup, tu penses que c'est applicable à différents domaines, à tout? Alors, là, si on croit à l'article, Uh-huh. alors, il est bien dit dans la suite que cette même approche peut être utilisée pour déterminer où on fait moins dans d'autres domaines de votre vie. D'accord. Répétez cet exercice pour autant de domaines de votre vie que vous souhaitez améliorer grâce à la soustraction. Soyez impitoyable et n'oubliez pas de considérer ce qui vous apporte de la joie. Ok. Non seulement le bonheur vous rend au moins 12% plus productif, mais c'est aussi ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. D'accord. Bon, en prenant, laisse-moi essayer quelque chose. D'accord. Je me mets on va dire que je me place en situation. Je veux appliquer ces étapes-là. Bon, disons, je vais à la gym. J'aime bien le sport, Oui. tu vois. Et mon objectif, c'est la prise de poids. C'est la prise de masse, on va dire ça Ok. plutôt. La prise de masse. Pour atteindre mon objectif, en général, les personnes qui débutent ont un flot d'informations incroyablement gros. Mhm. C'est-à-dire, tu as des sons de cloche de partout Mhm. et tu as beaucoup d'informations à ingurgiter.
il faut que tu manges, il faut que tu contrôles tes calories, tu calcules tes calories, il faut que tu manges à des heures spécifiques, il faut que tu fasses beaucoup de sport, tu dois aller à la salle, tu dois soulever de la fonte, tu dois dormir, tu dois boire de l'eau, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Donc, si tu te lances avec avec toutes ces informations-là qui t'aideront idéalement à atteindre ton objectif qui est la prise de masse, à un moment donné, en fait, au départ, il est conseillé de fixer un objectif. Je fais tel poids aujourd'hui, j'aimerais pouvoir atteindre tel autre poids, tel poids qui fait, disons, 10 kilos de plus. Je dis n'importe quoi. Donc, je veux avoir 10 kilos de plus. Pour avoir 10 kilos de plus, je prends une feuille. On m'a dit qu'il faut faire ci, qu'il faut manger, qu'il faut manger plus, il faut manger des protéines, il faut dormir à telle heure, il faut, enfin, non pas dormir à telle heure, il faut dormir telle quantité de temps. Il faut prendre un petit déjeuner. Il faut que j'aille à la salle tel nombre de fois par jour ou tel nombre de fois dans la semaine. Voilà. Tu vois? Au bout d'un moment, disons que j'ai pris 5 kilos. D'accord. Donc, je suis en route pour atteindre mon objectif. Et je trouve que c'est un peu lent. Est-ce que tu trouves que c'est un peu long et tu trouves que tu es submergé par la quantité de choses à faire et que tu as du mal à maintenir cela dans le temps? Dans le même temps. En fait, c'est ça en fait. Ça et c'est lent. D'accord. Alors, ce que tu ferais peut-être, c'est déjà de lister quels sont les points positifs. Oui, qu'est-ce qui m'a réellement, en tout cas d'après moi, ou en tout cas avec l'aide d'un coach, disons quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel. Non, d'abord de mesurer toi-même quels sont les progrès que tu as fait. Tu as pris 5 kilos, certes, mais voilà, as-tu pris du muscle, tu as pris du muscle où? Plus de détails, de petites choses, de petites avancées, pas juste j'ai pris 5 kilos, mais beaucoup plus de petites victoires. Déjà, si tu as, si tu te sens mieux dans ton corps, si tu te sens capable d'en faire plus d'énergie, oui, plus d'énergie, plus de force brute, oui. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tes muscles sont plus définis qu'avant? Oui. Est-ce que tes vêtements te servent plus? Voilà. Enfin, c'est tout ce que tu lis. Ça, c'est sur le côté droit. Le côté droit. Mais sur le côté gauche, tu mets tout ce que tu as fait. Désormais, je prends un petit déjeuner. Je mange tel gramme de protéines, telle quantité de protéines par jour. Je bois de l'eau, je dors. Je fais de l'exercice combien de fois? Quel type d'exercice? Je fais travailler le corps, le bas du corps, le haut du corps. Tu fais tout ça. Je mange avant de faire du sport, je mange après. Bref, tu dresses voilà. la liste. Et maintenant, tu fais le lien entre ce qui, dans cette liste, a permis d'obtenir tes résultats. Ok. D'obtenir les résultats que tu as. Oui. Et ensuite, ce qui n'a servi à rien. Donc, une fois que tu as fait ça, ensuite, tu reviens après de ton côté droit. Et tout ce que tu as comme chose que tu fais, qui n'a pas contribué à quelque chose, qui n'est pas lié à quelque chose, oh non, tout ce que tu as fait qui est lié à quelque chose, tu les encercles. Et voilà ce que tu gardes. Tout le reste, tout ce qui n'est pas encerclé va être arrêté. Et là, tu continues, tu as beaucoup moins de choses à faire et tu peux être plus concentré sur les choses qui te donnent du résultat plutôt que sur les choses qui ne contribuent pas. C'est efficient, quoi. Oui. Ok, donc ça s'applique au domaine du sport. C'est validé. Oui. Alors, il y a un petit mot de fin dans cet article. Oui, on est déjà à la fin. Oui, c'est un tout petit article quand même. C'est juste une recette secrète en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs là. On est juste là pour vous donner la recette secrète, rien d'autre. Voilà. Alors, la vie ne consiste pas à accumuler une liste de réalisations. Que pouvez-vous arrêter de faire pour consacrer plus de temps à vous-même, consacrer plus de temps à la joie et utiliser votre temps de manière plus significative? La prochaine fois que vous fixerez un objectif ou déciderez que vous souhaitez améliorer un domaine de votre vie ou simplement soulager une partie de la douleur que ce domaine vous cause, n'oubliez pas d'opter pour la soustraction plutôt que pour l'addition. Savourez la joie de faire. C'est très beau tout ça, hein? Poétique même, n'est-ce pas? Non, enfin, moi, j'ai pas vraiment de main avec tout ce que l'article a dit. Je veux juste ramener les choses dans le contexte. Nous sommes un podcast qui s'appelle Esprit d'équipe. Le but de ce podcast, on le dit à chaque début, c'est d'aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Donc, elle est vraiment axée sur la collaboration. Et ça, c'est un article quand même très personnel, où on a discuté dans cet article d'une approche très personnelle de la gestion de son temps et de ses tâches. Donc, on peut se demander, où est l'équipe dans tout ça, là? On est là ici quand même pour parler d'équipe. Où est l'équipe dans tout ça? Cet article a semblé
c'est bien, c'est une belle idée, mais quel est le lien avec mon équipe? Ok, qu'est-ce qu'elle apporte à ton équipe? Oui, en tant que manager d'équipe, en tant que membre d'équipe, je suis ce podcast parce que je veux améliorer ma collaboration avec les autres. Qu'est-ce que cet article m'a apporté? Bon. Moi, je voulais donc recadrer les choses, orienter un peu ce qu'on a appris, en quoi c'est pertinent pour une équipe. Cet article m'a semblé, enfin, nous a semblé à tous les deux pertinent pour ce podcast pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, une équipe, c'est d'abord les membres de l'équipe. Une équipe forte est composée de membres forts. C'est bien d'être une équipe où tous les membres sont au maximum, ils se donnent à fond, ils sont partout, franchement, ils n'ont pas un seul moment sans action, ils sont toujours dedans. Mais ce magnifique tableau perd toutes ses couleurs quand on a une équipe qui fait un burn-out, un autre qui a des problèmes familiaux parce qu'il n'est jamais là pour sa famille, et actuellement ça tourne au vinaigre, un autre qui a des problèmes de santé, et ainsi de suite. Là, franchement, voilà, il n'y a plus la couleur, tout s'en va. Il n'y a plus vraiment d'équipe parce que chacun est en train de se battre de son côté contre quelque chose de personnel. Donc, le bien-être d'une équipe, donc, ça c'est un peu la deuxième raison, le bien-être d'une équipe dépend énormément du bien-être de chacun de ses membres. Le thème de l'équilibre vie privée-travail n'a jamais été autant d'actualité que maintenant, surtout où on a beaucoup de travail à distance, télétravail, je ne sais quoi. Nos téléphones nous ouvrent la porte, donne l'accès à nous à tout moment, qui fait que cette ligne est de plus en plus floue. Je connais des gens qui sont en télétravail, mais juste parce que ils ont un numéro où on peut les appeler à n'importe quel moment pour leur demander quelque chose. Ils n'ont pas vraiment de week-end même, parce qu'un samedi, quelqu'un peut l'appeler pour dire alors je suis sur tel dossier et tout, c'est tel souci. Et voilà, il va trouver son ordinateur, regarder un truc 8 heures parce qu'on vient de l'appeler. Mais c'est pas comme s'il est en télétravail, c'est pas comme s'il va au bureau du lundi au vendredi, mais quand même, le téléphone donne accès à lui d'une certaine manière. Donc, il y a cette frontière-là qui est très floue. Donc, ça n'a été autant d'actualité de retravailler cet équilibre entre la vie privée et le travail pour aller plus loin. Comme on dit, quand tu veux aller loin, il faut ménager ta monture. Donc, comme j'ai dit, notre première équipe, l'équipe dont je parlais en premier, qui fait tout le temps, oui, ils font de très bons résultats, mais pour combien de temps? Et est-ce qu'on veut des feux de paille ou on veut quelque chose de pérenne? C'est aussi une raison. Et après, la décision de... C'est comme je dis, ça c'est une approche personnelle. C'est chacun qui choisit de faire moins pour être plus productif. Mais quand quelqu'un prend sa décision, ça impacte toute l'équipe. Forcément. Genre, ce n'est pas la manière de faire autrement. Donc, ce n'est pas une décision qu'il faut prendre juste à l'air de ah ouais, moi je pense que j'ai trop de choses à faire, je vais tenter cette approche et puis voilà. Non. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir de quel est l'impact que ça aura sur l'équipe. Donc, la préparation qu'on a énumérée, la méthodologie, notre recette secrète dont on a parlé tout à l'heure, permet à quelqu'un qui prend ses décisions d'avoir les arguments et les armes nécessaires pour convaincre et son manager et les autres membres de l'équipe de la pertinence de cette approche, de cette décision pour lui. Donc, tu peux prouver que telle chose que je fais ne contribue à rien au résultat que nous avons. Donc, oui, je décide, je veux. Voilà, ça te donne un argument. Tu ne viens pas juste pour dire, en fait, moi, j'ai décidé que les trucs qu'on fait tous les mois pour aller dans l'université à côté là, moi, je ne veux plus faire. Non, tu viens en disant, écoute, voilà ce qu'on a pu arrêter dans les trucs et voilà ce que j'ai fait qui a contribué à ça. Ça ne contribue à rien. Donc, on peut arrêter de faire ça et concentrer plus d'efforts et de ressources sur telle autre chose. C'est plutôt que, voilà. Donc, c'est très bien. Ce travail te permet, toi, d'avoir les outils pour aller faire ton équipe et leur parler et leur comprendre la nécessité de cette démarche-là. Ok, du coup, tu suggérerais de faire cette démarche-là en équipe? Pas en équipe. Ce que je veux dire, c'est que si toi, tu penses que tu es submergé et que tu n'arrives plus à être productive et que tu veux tenter cette approche, d'en faire moins pour être plus productif, ça a un impact sur ton équipe. Il faut que tu le gardes en tête. Okay. Et donc, quand tu prends cette décision et tout ça, donc tu ne vas pas juste décider de ton côté d'en faire moins. Il faut que tu aies l'aval de ton équipe. Parce que c'est eux qui vont te soutenir et faciliter cette décision. Donc, il faut aller leur en parler. Et le fait d'avoir fait ce travail préalable, donc tu n'es pas juste venu en disant je vais arrêter de faire telle chose parce que voilà, tu as fait un travail. Voilà, tu viens, tu leur dis, tu leur montres ton petit tableau là. Tu leur dis, bon, voilà, ça ne sert à rien. Donc, je pense que s'il est de bon ton d'essayer de ne pas faire ça et de rediriger cette ressource ailleurs. Ok. Mais pour moi, ça n'invalide pas ce que je disais. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça pour l'équipe. C'est vrai que c'est une démarche individuelle. On est d'accord. C'est une démarche individuelle,
Oui. Et il est important que les managers restent ouverts à cette démarche-là, parce que comme je dis, on Oui. ne veut pas une équipe de burn-out, Oui. Oui. on veut une équipe fonctionnelle dans le temps. C'est bien d'avoir des résultats incroyables maintenant, d'avoir un rendement de fou maintenant. Mais si c'est pour que demain toute l'équipe tombe en poussière, ça sert à rien à la fin. Donc, le manager doit être ouvert à cela. Donc, il doit bien comprendre d'où vient la démarche. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est important. Et comme je dis, chaque membre, une équipe est composée de membres forts. On peut être, on peut prendre, des initiatives personnelles pour soi, pour se rendre plus fort. Et si on se rend plus fort, ça rend l'équipe plus forte. Ok, tout à fait. Pour moi, le manager également peut initier la chose Oui, bien sûr, s'il veut. pour son équipe. Mais je pense que ça reste une Ça décision reste personnelle. personnel. Il peut juste faciliter, laisser la possibilité à, voilà, quoi. Dire que C'est vrai que juste encourager. laisser la possibilité, oui, Et encourager. c'est déjà beaucoup. Parce que je pense que ça reste quelque chose de personnel. Parce que comme dit l'article, quand même, vers la fin, on a quand même dit qu'il faut garder à l'esprit ce qui te donne de la joie. Le manager ne peut pas savoir à ma place quelle est ma tâche qui me donne le plus de peps. C'est pas faux. Voilà, ça peut être la tâche qui n'est pas la plus productive, mais c'est la tâche qui me donne la motivation et voilà. Qui me drive. Donc, ça, moi, je trouve que ça reste une démarche personnelle. Et on est arrivé à la fin de l'article depuis un bon moment déjà. Mais voilà, j'ai voulu quand même recalibrer les choses et réorienter notre attention vers ce que ça peut apporter à une équipe. Et alors, moi, je vais laisser nos auditeurs avec cette question de savoir comment est-ce que les managers peuvent faciliter et soutenir ce type d'approche dans leurs équipes. Et avec ça, je pense on clôt cet épisode. Et on vous demande encore une fois, s'il vous plaît, likez. Dans ce cas-ci, là, il faut en faire plus pour en avoir plus. Ça, la recette secrète ne marche pas. C'est plus de likes ou plus de likes. Moi, je veux des commentaires. C'est vraiment les commentaires qui m'intéressent parce que j'ai besoin de savoir ce que vous pensez du sujet. Est-ce que vous avez déjà envisagé cette démarche-là d'en faire moins pour avoir plus? Parce que, comme le Dean le disait tout à l'heure, un peu plus tôt, ce n'est pas une chose à laquelle on pense de façon intuitive. Donc, est-ce que vous avez essayé déjà d'aller à contre-courant et de faire moins pour avoir plus? Et est-ce que ça vous a apporté des résultats? Bref, lâchez-vous dans les commentaires tout ce que vous pensez. Et on vous attend prochainement, très prochainement, pour parler encore du même sujet. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions dans les commentaires, on y par contre. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe en toutes circonstances.